Quand ce type aperçoit un groupe de gobelins en train de boire de l'eau, il ne se précipite pas pour les attaquer avec ses poings ou une arme quelconque. À la place, il utilise sa compétence et ouvre son inventaire pour en sortir une sorte de Pokéball afin d'invoquer son propre gobelin esclave, puis il la lance directement sur eux. Malheureusement, son lancer est trop court et la balle tombe au sol avant même d'atteindre la cible. Ce n'est pas censé fonctionner comme ça, et cela surprend les gobelins tout autant que notre garçon. Il repère rapidement notre MC et se précipite pour le tuer. Il n'a d'autre choix que d'utiliser ses poings finalement, mais il devient vite évident que les gobelins vont le tuer. Heureusement, l'invocation fonctionne après un court délai, et le gobelin esclave le sauve au dernier moment. Les autres gobelins n'ont aucune chance. Il les tue sans pitié, ne laissant derrière lui qu'un bain de sang. Après la victoire, le gobelin esclave devient encore plus fort et augmente toutes ses stats. Pourtant, ce gobelin esclave n'est que le point de départ. Notre garçon a beaucoup d'autres invocations à débloquer, mais pour cela, il doit tuer beaucoup plus de monstres. Bien que ce ne soit pas du tout un problème, car quoi de plus amusant que de vaincre des monstres avec d'autres monstres? N'est-ce pas? Mais il y a peu de temps encore, tout le monde le considérait comme un échec total, sans aucune chance de devenir un jour un chasseur. C'est le jour de plus grande fierté pour tout chasseur diplômé, et notre garçon ne fait pas exception. Au stade de l'Association des chasseurs, il monte enfin sur scène pour recevoir sa licence de chasseur tant convoitée, ayant officiellement obtenu son diplôme de chasseur de rang E. Ce jeune homme est plein d'ambition, s'étant démené pour en arriver là. Voyez-vous, c'est un éveillé du plus bas rang, ce qui signifie qu'il est né dans ce monde en jouant en mode difficile. Il a littéralement dû étudier 2 fois plus qu'un éveillé normal juste pour combler le fossé laissé par son rang médiocre. Cependant, s'être plongé dans les livres l'a aidé à accumuler tellement de connaissances sur les donjons et les monstres qu'il se trouve actuellement au sommet de la théorie, laissant même les éveillés les plus bénis loin derrière. Ainsi, à ce moment, il ressent un profond sentiment de fierté. Enfin, on lui accorde le privilège de devenir un vrai chasseur. Malheureusement, l'employé froid et dur qui distribue les certificats gâche tout. Cet homme arrogant déchire littéralement son certificat en deux, affirmant qu'être un chasseur de rang E ne vaut rien. Anul a peut-être obtenu le titre, mais il ne peut pas exercer en tant que chasseur officiel avec un statut aussi lamentable. Toutes les connaissances théoriques et tactiques qu'il possède sont totalement inutiles s'il n'a pas un rang élevé pour les soutenir. En bref, tous ses efforts jusqu'à présent n'ont été qu'un labeur inutile. Anéanti par cette réalité, Anul finit par abandonner son rêve de chasser des monstres. Il se réfugie dans les jeux vidéo pour se distraire, mais même après 7 ans, il n'arrive pas tout à fait à tourner la page. Après tout, sans une carrière solide, il mène une vie sans but, ne sachant pas comment gagner sa vie correctement. Actuellement, sa seule voie est de jouer aux jeux vidéo à plein temps. Il est devenu obsédé par un jeu appelé Monsters Block Monsters, aussi appelé MBM. Comme son nom l'indique, on y combat des monstres en utilisant d'autres monstres. Parmi d'innombrables espèces, les joueurs ont la liberté de recruter et d'exploiter le potentiel de leurs unités pour repousser des vagues hostiles dans ce jeu de tower defense brutal. Sur le papier, les mécanismes semblent simples, mais ils sont tout sauf simples. Si vous avez déjà joué à quelque chose comme Bloons TD5, alors vous savez de quoi je parle. Ce jeu exige des stratégies de placement d'une précision chirurgicale et des méthodes optimales pour pousser chaque unité à sa limite absolue. Il permet d'améliorer les monstres, mais la progression est terriblement lente. Même si vous parvenez à farmer comme un fou et à améliorer les unités cruciales à votre stratégie, leurs niveaux sont complètement réinitialisés si elles tombent au combat. La mort permanente est bien réelle ici. Il n'y a absolument aucun moyen de récupérer les stats d'un monstre décédé. Bien que ces mécaniques impitoyables rendent le gameplay passionnant, elles ont aussi attiré beaucoup de haine, lui valant la réputation d'être un jeu historiquement nul. Par exemple, le jeu permet littéralement d'abattre un magnifique ogre 3 étoiles en utilisant juste un gobelin 1 étoile si votre stratégie est parfaite. Mais comme on dit, le déchet des uns est le trésor des autres. Anul gagne en fait décemment sa vie en streamant ce jeu en direct car son esprit critique aiguisé lui permet de le battre avec facilité. Par conséquent, il a gagné le titre de vétéran hardcore au sein de sa communauté, Monsters Block. Monsters a été sa seule bouée de sauvetage depuis que sa carrière de chasseur a sombré. Malheureusement, il ne pourra pas continuer sur cette voie bien longtemps, car ce sera son dernier jour à jouer à ce jeu. Après tout, les développeurs du jeu vont le fermer. Les guerriers du clavier sur internet se moquent de lui, et sa communauté fidèle se demande ce qu'il fera ensuite. Ils se disent qu'il doit avoir une licence de chasseur valide, supposant que ce n'est pas grave s'il perd son travail de streamer. La dure réalité est qu'il n'est pas un chasseur actif, une prise de conscience qui le blesse profondément, mais il s'abstient de révéler ce détail crucial publiquement. Faisant fi de ses angoisses, il décide de jouer à sa guise, considérant que c'est son dernier jour sur le serveur. Un événement spécial a lieu en ce moment dans le jeu, connu simplement sous le nom de la vague. L'objectif est simple. Protéger votre château des hordes infinies de monstres sortant d'un portail. La vague que ce vétéran s'apprête à affronter est la 700e, surnommée Territoire Inconnu. Jusqu'à présent, personne n'a été assez doué ou chanceux pour atteindre ce jalon, laissant Anul à la fois excité et anxieux. Il lance le jeu, et un essaim massif de monstres commence à apparaître depuis le portail primordial. Alors que l'écrasante horde de bêtes charge, il déploie son archer de niveau 100 pour éclaircir les rangs. Cependant,
Un seul archer est loin d'être suffisant contre cet SM et finit par se faire massacrer. C'est une perte dévastatrice. Pourtant, il n'a pas perdu espoir. La prochaine unité a monté au créneau et sa reine succube de niveau 130. Tragiquement, elle aussi sert de repas à un énorme cerbère à 3 têtes. Un par un, il perd toutes ses unités de haut rang, laissant finalement ses défenses complètement à sec. Juste au moment où tout espoir semble perdu, le jeu sort une surprise de taille. Affronter la 700e vague pour la première fois a déclenché une condition spéciale, permettant à un personnage nommé Souverain de s'éveiller et d'entrer sur le champ de bataille. Le Souverain est un majestueux chevalier à l'épée aux cheveux bleus, de genre inconnu. Anul est abasourdi par cette tournure inattendue des événements. Habituellement, les souverains sont essentiellement des PNJ. Ils ne sont pas censés bouger. Alors que la horde de monstres se précipite, cette beauté divine se tient juste devant la porte du château, totalement imperturbable. Dégainant son épée, le souverain la balance avec une grâce mortelle, laissant une traînée de lumière divine qui tranche les monstres comme s'il jouait à une version tordue de Fruit Ninja. Même Anul, qui a joué à ce jeu des milliers de fois, est absolument hypnotisé par la force brute du personnage. Une autre vague de monstres fonce sur eux. Ils sautent dans les airs et déchaînent un autre éclair de lumière arcanique, dévastant les rangs ennemis. Ils continuent de pilonner les bêtes jusqu'à ce que, finalement, il ne reste que d'énormes tas de cadavres. À la grande surprise de notre garçon, cela marque l'achèvement officiel de la 700e vague. Pendant toute sa carrière de streamer, il a cru que les souverains ne servaient à rien d'autre qu'à faire joli en arrière-plan, mais c'est complètement dingue. Ce souverain est un véritable cheat code. Soudain, il réalise qu'il n'y a plus aucun spectateur pour célébrer cet exploit sans précédent. Son stream avait planté, ne laissant qu'un seul spectateur dans le chat. Ce mystérieux spectateur commence à exprimer sa profonde gratitude pour les efforts que Anul a déployés pour conquérir le monde. Le commentateur se réjouit, déclarant que grâce à Anul, ils pourront enfin vivre en harmonie puisqu'il a aidé à réveiller leur seigneur. Anul n'a aucune idée de ce que cette personne raconte. Les choses deviennent encore plus bizarres lorsqu'un portail arcanique s'ouvre soudainement dans sa chambre et qu'une fenêtre système holographique se matérialise, révélant qu'il a éveillé une nouvelle compétence. La mention d'une nouvelle compétence lui rappelle un souvenir de ses anciens professeurs. Il disait que si les rangs sont généralement incapables de survivre au donjon, quelques chanceux éveillent parfois des compétences supplémentaires plus tard dans la vie. C'est incroyablement rare, c'est pourquoi ce phénomène est connu sous le nom de réveil. Réalisant qu'on lui a accordé une seconde chance, Anul décide de saisir l'opportunité. Il est absolument survolté à l'idée de faire son grand retour en tant que chasseur. Cependant, malgré son réveil, sa fenêtre de statut principale ne montre aucun signe de changement, un détail qui le laisse très curieux. Son espoir renaît lorsqu'une notification secondaire apparaît, lui donnant accès aux détails de sa nouvelle compétence. Le résumé lui présente deux options. Il peut passer un marché avec le souverain ou converser avec le souverain. N'ayant aucune idée de ce que l'un ou l'autre implique réellement, il en choisit un à l'aveuglette. Il sélectionne passer un marché avec le souverain. Pourtant, juste avant que la compétence ne s'active, une alerte rouge clignotante l'avertit qu'il lui manque l'objectif requis pour déclencher la condition. Unel se sent complètement exaspéré. Juste au moment où il pensait être à un pas de son rêve, il est repoussé de 2 pas en arrière. La douce lueur de ses moniteurs lui donne une autre idée. Il décide d'interroger le seul spectateur qui débitait tout ce charabia énigmatique plus tôt. Dès qu'il relance son stream, le spectateur réapparaît en ligne. Par souci de simplicité, appelons ce type mystérieux le spectateur numéro 1. Après avoir verrouillé le stream pour s'assurer qu'il reste un chat strictement privé, Anul se met à poser les questions intimidantes auxquelles il a désespérément besoin de réponses. Puisque cet utilisateur est apparu au moment exact où son réveil cesse de déclencher, Anul est certain qu'il détient les réponses. Sans tourner autour du pot, il demande directement au spectateur numéro 1 s'il sait quelque chose à propos de son réveil. À son grand étonnement, le spectateur le confirme. Anul a toujours su que l'éveil était un phénomène entièrement hors du contrôle humain. Se pourrait-il que l'entité de l'autre côté de l'écran soit responsable de l'avoir aidé à se réveiller? Il enchaîne en demandant pourquoi cet événement soudain s'est produit. Après tout, pourquoi un être inconnu se donnerait-il la peine d'interférer juste pour offrir une seconde chance à un joueur fini? L'entité mystérieuse répond simplement que le souverain l'a choisi, et c'est tout. Quant à savoir pourquoi le seigneur accorde cette immense faveur, c'est uniquement parce que Anul a été le catalyseur qui a réveillé leur seigneur en premier lieu. L'entité le rassure en lui disant que le nuage de confusion qui embrouille actuellement ses pensées se dissipera naturellement avec le temps. Quant aux nouvelles compétences accordées, Anul devrait simplement les considérer comme un gage de la profonde gratitude de leur seigneur. Anul abandonne l'interrogatoire, se concentrant désormais strictement sur la manière d'utiliser réellement ces nouveaux dons. La compétence intitulée Conversation avec le souverain a un temps de recharge, ce qui signifie qu'il doit attendre avant de l'activer. Il l'accepte, mais il exige de savoir pourquoi l'autre compétence est actuellement bloquée derrière un mur de paiement. L'entité mystérieuse réalise soudain son oubli et rectifie immédiatement l'erreur en déposant directement 50 pièces d'or dans le portefeuille système de Anul. Maintenant qu'il dispose de la monnaie requise, Anul peut enfin tester ses compétences à sa guise et reconstituer le puzzle à son propre rythme. Sa mission accomplie, l'entité lui dit adieu et se déconnecte du stream. Anul est complètement perdu.
Il essaie même de se pincer pour s'assurer qu'il n'est pas piégé dans un stupide rêve hyper réaliste. Quoi qu'il en soit, une chose est absolument certaine. Ce réveil n'est pas un simple coup de chance. Cette entité mystérieuse connue sous le nom de Seigneur est directement derrière tout ça. Soudain, une notification système retentit, l'alertant d'un dépôt de 50 pièces d'or. Cette monnaie nouvellement acquise lui permet enfin d'activer sa compétence, pacte avec le souverain. Instantanément, une immense boutique numérique se matérialise juste devant lui, affichant une longue liste de monstres disponibles à l'achat. En regardant son portefeuille, la seule unité qu'il peut actuellement s'offrir avec ses maigres 50 pièces d'or est un gobelin esclave. Tout le reste est scandaleusement cher. Le personnage le plus cher de la liste est le souverain lui-même, affichant un prix de 11, une suite de chiffres déconcertantes qui lui fait mal à la tête rien qu'en la regardant. Naturellement, notre garçon adorerait l'ajouter à son arsenal, mais le coût est tout simplement stupéfiant. Cependant, ce n'est pas la compétence elle-même qui le fascine. C'est le fait que cette fenêtre système ressemble à l'identique à celle de son jeu. Les minuscules projections holographiques des monstres tournant à côté de leur prix sont presque une réplique exacte de Monsters Block Monsters, à quelques subtiles différences près. Puisque les mécaniques du jeu lui permettaient d'invoquer les unités qu'il possédait, Anul en déduit que cela devrait fonctionner exactement de la même manière dans la réalité. Un sourire narquois se dessine sur son visage. Il n'a pas besoin d'être physiquement fort pour être un chasseur de haut niveau. Il peut simplement laisser ses invocations faire le gros du travail. En parlant d'or, une prise de conscience le frappe. Dans MBM, les joueurs avaient deux façons de se remplir les poches, terminer des donjons ou chasser des monstres et vendre le butin. En appliquant ces mécaniques de jeu à la réalité, il se dit qu'il doit massacrer des monstres pour farmer l'or dont il a désespérément besoin. Le problème flagrant, cependant, est que ses statistiques physiques actuelles sont au plus bas, bien trop faibles pour chasser ne serait-ce qu'un slim de bas niveau, et encore moins quelque chose de dangereux. N'ayant pas d'autre choix, il confirme la transaction pour le gobelin esclave. Une Pokéball bleue contenant son gobelin esclave se matérialise dans la réalité. La scène se déplace vers le bâtiment animé de l'association des chasseurs. Anul est ici pour s'inscrire officiellement en tant que chasseur solo de rang E. Après que la réceptionniste ait consulté son nouveau dossier, elle trouve 4 missions disponibles adaptées à une recrue de son calibre. Anul compare attentivement les options et choisit délibérément celle qui semble la moins adaptée à ses maigres capacités physiques, une quête d'extermination de gobelins dans un village reculé derrière les montagnes. L'employé le prévient rapidement que la zone désignée est complètement hors de portée pour le soutien d'urgence. Si la situation dégénère, il sera entièrement seul, mais c'est exactement ce que notre garçon veut. La dernière chose dont il a besoin en ce moment est d'attirer une attention non désirée. Tout en ressentant une pointe de pitié pour quelqu'un de si jeune qui risque de gâcher sa vie, l'employé met à jour son statut. Après une vérification biométrique, le processus d'inscription se termine, et elle promet de lui envoyer les détails de la mission par texto. Anul est autorisé à partir en mission et il est pratiquement surexcité à l'idée de faire ses débuts. En arrivant enfin au village reculé, le client qui a émis la commande se précipite à sa rencontre. Le vieil homme est extrêmement reconnaissant qu'un courageux chasseur ait réellement accepté sa requête. Après tout, très peu d'éveillés se porteraient volontaires pour faire tout ce chemin pour une récompense aussi dérisoire. Malgré tout, l'ancien semble sceptique qu'un gamin maigrichon comme Anul puisse s'occuper seul de ces sales créatures. Il s'inquiète sincèrement pour la sécurité de notre garçon. Appréciant la sincérité du vieil homme, Anul lui adresse un sourire confiant et le rassure en lui disant qu'il ne laissera plus ces viles créatures souiller le village. En s'aventurant profondément dans la forêt où le nid de gobelins est supposé se trouver, Anul tombe sur une scène plutôt inattendue. Au lieu d'agir comme des créatures débraillées poussées par des instincts primaires, ce groupe de gobelins se détend tranquillement près d'un ruisseau, buvant de l'eau comme des humains normaux. Ignorant cette bizarrerie, Anul ouvre son inventaire et sort son familier nouvellement acquis qui repose actuellement sous sa forme de bloc bleu. Faisant appel à son âme de dresseur de Pokémon, il lance la Pokéball bleue à une vitesse fulgurante vers les créatures. La sphère atterrit juste devant les gobelins perplexes. Pendant un dixième de seconde, il ne se passe absolument rien. Anul se retrouve dans une situation incroyablement délicate, sa Pokéball n'ayant apparemment pas réussi à se déployer. Réalisant que l'humain qui se tient devant eux est hostile, les gobelins sortent instantanément leurs griffes acérées et réduisent la distance, prêts à le déchiqueter. Sachant qu'il n'a pas d'autre choix, Anul se prépare à se battre à main nue. Au lieu de fuir, il serre le poing, prêt à lancer un contre-coup désespéré. Cependant, juste au moment où une menace verte est sur le point de lui planter ses griffes, le système se déclenche enfin. L'invocation du gobelin fait une entrée explosive et fracassante, se matérialisant de nulle part et repoussant brutalement le monstre hostile avec une massue énorme. Voir son invocation de près provoque un déclic dans le cerveau de Anul. Quand il a commencé à streamer MBM, le tout premier monstre qu'il a obtenu était un gobelin esclave standard. Avec le temps, il avait équipé ce modeste serviteur d'objets de niveau divin, faisant évoluer la créature de bas étage en un véritable Shad qui a affronté en solo 100 vagues de monstres féroces sans aucune aide. Il avait nommé ce gobelin Gono. En regardant les statistiques familières, cela devient une évidence flagrante. Cette créature porte exactement le même équipement de rang à haut de gamme pour lequel Anul avait farmé. Cela conforte sa conviction. C'est son Gono qui a pris vie. Gono devient complètement fou,
démembrant littéralement les deux gobelins de première ligne. Le troisième et dernier gobelin, utilisant les quelques cellules cérébrales qui lui restent, se retourne et détale dans la direction opposée. Malheureusement pour le monstre en fuite, Gono est équipé des chaussures du battement des ailes du corbeau. Se déplaçant comme un véritable éclair, le familier traverse la clairière et découpe le dernier gobelin en morceaux avant même qu'il ne puisse crier. Anul reste là, la mâchoire pratiquement collée au sol. Il n'avait jamais vraiment réalisé à quel point Gono était effroyablement fort dans un contexte réaliste. La menace neutralisée, le familier couvert de sang trottine vers son maître, affichant une tête de chiot étonnamment mignonne en insistant pour une caresse sur la tête pour le travail bien fait. Une fois de plus, Anul est sans voix. Il ne s'attendait pas à découvrir ce côté adorable de la personnalité d'un monstre. Le système retentit, l'informant que le niveau d'affection de Gono est actuellement de 20 sur 100. Il précise en outre qu'atteindre l'affection maximale débloquera une toute nouvelle compétence. Le joueur habituellement pragmatique, qui hésitait auparavant à toucher son invocation, se jette immédiatement à genoux et serre le gobelin dans ses bras comme s'il était son frère perdu de vue. Revenant au sujet principal, Anul remarque un problème flagrant. Les cadavres n'ont pas lâché le moindre butin. Comment est-il censé farmer de l'or? Heureusement, Gano a déjà tout compris. Le familier saute de cadavre en cadavre, enfonçant ses mains dans leur poitrine pour récolter leur essence vitale, qui prend la forme de pierres de mana faiblement lumineuses. Un portail d'énergie arcanique bleue se matérialise à proximité, et Gano y jette nonchalamment les pierres. En échange des 3 noyaux de bas grade, le château d'illusion du seigneur dépose directement 30 pièces d'or sur le compte de Anul. Tout s'éclaire maintenant. Au lieu que les monstres laissent tomber des pièces physiques, il doit extraire leurs pierres de mana et les échanger via le système. Anul couvre Gano de plus d'affection pour avoir compris les mécaniques si rapidement. Maintenant que l'or est sécurisé, il se prépare à collecter la preuve physique de l'accomplissement de la quête pour l'association. Mais il semble que ces 3 gobelins n'étaient que l'apéritif. Une soudaine et violente agitation éclate des profondeurs de la forêt, attirant leur attention. À chaque seconde qui passe, les coups sourds qui font trembler la terre s'intensifient. Des arbres sont violemment déchiquetés et réduits en éclats alors qu'un behemoth géant fait sa grande entrée. C'est un ogre. Anul commence instantanément à remettre en question ses choix de vie. Un ogre de cette taille massive est strictement censé apparaître dans les portails de rang B ou supérieur. Cela n'a absolument aucun sens qu'il se promène dans une zone de quête de rang E. Cependant, un détail frappant attire son attention. Le monstre halète lourdement et est couvert d'entailles fraîches. Il a clairement déjà participé à un combat brutal. Pourtant, les blessures ne sont pas une excuse pour sous-estimer une menace de niveau boss. Pour aggraver infiniment les choses, une alerte système clignote en rouge. Gano n'a plus que 3 minutes avant que la durée de son invocation n'expire. Le loyal familier s'avance, complètement imperturbable face à un adversaire 4 fois plus grand que lui. Gano lance un regard confiant à son maître, lui demandant silencieusement sa confiance. Activant ses chaussures battements d'ailes de corbeau, le gobelin se lance dans un sprint à grande vitesse droit vers la bête imposante. Le behemoth rugit, balançant un énorme tronc d'arbre déraciné comme une batte de baseball pour écraser le nuisible qui approche. Mais Gano est d'une rapidité dévastatrice. Il saute haut dans les airs, prenant une posture en plein vol pour accélérer son élan à la limite absolue. Il descend comme un putain de météore, visant directement le crâne de l'ogre avec sa massue. L'ogre lève désespérément ses bras massifs pour protéger ses points vitaux. Gano ne lâche rien. L'immense pression devient rapidement insupportable pour la bête, ce qui provoque un craquement écœurant alors que les os de ses bras se brisent et que ses côtes s'enfoncent. Poussant sa force amplifiée encore plus loin, Gano déchaîne une onde de choc qui envoie des vagues tonitruantes à travers la forêt, forçant Anul à déraper en arrière juste pour rester debout. Finalement, l'ogre est complètement écrasé sous la pure force cinétique. Anul est absolument sidéré par cette démonstration astronomique de puissance brute, se précipitant pour célébrer la victoire avec une petite danse joyeuse. Avec seulement 3 secondes restantes au compteur avant qu'il ne disparaisse, Gano extrait à la hâte l'énorme pierre de mana de la poitrine de l'ogre et la lui offre. Le familier se dissipe alors pour reprendre sa forme d'orbe bleu, laissant Anul avec un gros noyau de haute qualité. Le portail arcanique réapparaît pour réclamer le prix. Lancer la pierre de mana de bas niveau intermédiaire à l'intérieur lui rapporte un dépôt massif de 100 pièces d'or, portant son total actuel à un confortable 130 pièces d'or. Il semble que le système ait une autre surprise en réserve. Comme c'est sa première élimination officielle de monstre, Anul est récompensé par un ticket gacha premium. Ce ticket permet aux joueurs de tenter leur chance pour des objets exceptionnellement rares, bien que tout vétéran sache que les taux de drop sont généralement nuls à chier. L'activation du ticket fait apparaître devant lui un coffre orné rempli de mystérieux trésors. Une vérité fascinante est révélée par le système. L'équipement de niveau divin qu'il tire du gacha n'est pas seulement pour ses invocations. Il peut en fait équiper les objets lui-même pour booster ses propres statistiques au plus bas. Avant qu'il ne puisse célébrer son nouveau potentiel, le bruit de branches qui craquent l'alerte de l'arrivée de compagnie. Un groupe d'éveillés entièrement armés se précipite dans la clairière, suivant clairement la piste de l'ogre blessé. La piste les mène en effet droit à leur cible, mais le problème est qu'elle est déjà morte. Dès que Anul voit clairement l'escouade, son cœur se serre de désespoir. Il reconnaît instantanément la femme qui mène le groupe, Yunsoa, la redoutable chef de l'équipe 2 de la prestigieuse guilde Punk Baek.
Il est immédiatement évident que son équipe était celle qui combattait l'ogre plus tôt, l'affaiblissant avant qu'il ne s'échappe. Avoir affaire à une guilde de haut rang pour un kill volé ne sera jamais facile. Anul essaie de filer discrètement de la zone, mais Sua lui aboie de ne plus bouger. Son escouade se déploie instantanément et l'encercle. Après s'être présentée formellement, elle explique sèchement que l'ogre anormal était leur proie désignée. Elle n'est visiblement ravie ni de la situation, ni du fait que quelqu'un d'autre ait apparemment volé leur kill. C'est une situation incroyablement tendue pour notre garçon. Sua jette un œil à l'ogre abattu, se demandant comment ce type a réussi à vaincre le monstre seul, même s'il avait été blessé dans le combat. 3 d'entre eux, en tant que rang B, faisaient de leur mieux pour le vaincre et n'ont pas réussi. Et à en juger par ces informations, elle conclut que ce type doit être au moins de rang A. Réagissant en conséquence, elle tend la main et se présente comme Sua de la guilde Pangbaek. La dure à cuire veut voir à quel genre de type elle a affaire, alors Anul réagit calmement en se présentant à son tour. Le plus choquant, c'est que Sua peut sentir qu'un archange s'intéresse réellement à la personne qui se tient devant elle. Cela l'agace, et elle n'arrive tout simplement pas à mettre le doigt sur ce qui rend ce type à l'air si simple si spécial. Curieuse de ses capacités, elle demande à Anul s'il a chassé le monstre seul. Il répond vaguement en admettant que oui. Cela la met sur ses gardes, la faisant se demander si ce mec cache quelque chose. Elle explique ensuite qu'il était impliqué dans le combat précédent de l'ogre et qu'elle est heureuse qu'il ait réussi à arrêter le monstre avant que des dégâts ne puissent être causés. Notre garçon répond nonchalamment qu'il a eu de la chance, mais Sua sait qu'il dit des conneries car on ne tue pas un ogre par chance. Maintenant, elle se méfie complètement de lui, et pour réagir en conséquence, elle accepte de lui céder toute la récompense pour l'ogre qu'il poursuivait. En gros, la guilde Pangbaek contactera personnellement le chasseur Anul pour son rôle et lui remettra le paiement. C'est une faveur choquante même pour Anul, qui n'arrive pas à croire qu'il soit si gentil en cédant leur propre proie. Sua est perspicace car elle ajoute une condition en retour, une question qu'elle voulait lui poser. Bien sûr, notre garçon savait que l'accord était trop beau pour être gratuit, mais il est surpris quand cette fille tend nonchalamment son téléphone. De manière hilarante, Sua ressemble à une petite fille qui essaie de demander le numéro de son béguin en ce moment. Même elle est troublée en lui demandant son numéro, tandis que notre protagoniste giga Tchad et danse ne sait même pas ce qui se passe. La scène passe à notre garçon rencontrant l'oncle du village qui est très reconnaissant envers le chasseur de leur avoir sauvé la vie. Anul est juste content d'avoir dégagé un chemin sûr pour eux dans la montagne et apprend à quel point ces villageois ont eu la vie dure. Le chef veut le récompenser. L'offre tombe à pic car Anul est vraiment curieux de connaître l'emplacement du célèbre monument d'entraînement. Le vieil homme le guide sur un chemin qui descend tout droit, l'assurant qu'il le trouvera au bout et que ce même chemin porte chance. Anul est d'humeur positive même s'il ne croit pas aux superstitions. C'est aussi là qu'il fait apparaître le coffre au trésor pour le tirage gacha. En gros, le gars veut maximiser sa chance avant d'ouvrir le fameux coffre, en espérant que quelque chose de bien en sortira. Son téléphone sonne. C'est encore Sua, qui lui envoie un message pour organiser une récompense pour le kill. Il est en fait assez stupéfait qu'elle s'intéresse autant à lui. La partie vraiment intéressante est qu'elle utilise même son numéro de téléphone personnel au lieu de celui de leur guilde. Quoi qu'il en soit, Anul n'est pas un simp et ne se soucie que d'ouvrir le coffre au trésor pour l'instant, un coffre qu'il n'aurait jamais imaginé ouvrir dans la vraie vie. Même si les taux de drop de ce truc sont vraiment à chier, ça lui va d'avoir une chance d'obtenir un objet de haut rang. Anul ne demande même pas grand-chose, suppliant juste pour un tirage de rang A, et Anul chante ouvre-toi pour activer le coffre, libérant une lumière chatoyante qui matérialise plusieurs armes différentes de divers rangs. Le rang le plus élevé parmi elles est le rang S, une armure rouge sans mêlée d'or. L'introduction terminée, la lumière brille d'un or intense avant de virer au rouge. Notre garçon pose les yeux sur l'artefact suprême avec admiration alors que la scène se coupe de manière ambiguë sur sa récompense. De retour à la maison, Anul est assis, réfléchissant à la situation actuelle. Bien qu'il ait trouvé un moyen d'amasser de l'or, son obstacle actuel est de choisir d'entraîner ses monstres, ne sachant pas quel est le problème avec le système. Sur sa fiche de monstre actuelle, il peut engager un combattant gobelin, mais à son grand choc, un ogre berserker est également disponible. Un gobelin guerrier typique coûte 70 pièces d'or, donc ce n'est pas le problème. Mais la partie déroutante est l'ogre berserker qui coûte la somme énorme de 420 pièces d'or. Et même si c'est hors de sa portée, il est toujours disponible à l'embauche. Soudain, ça fait tilt dans la tête de notre gars. Le système ne lui permet d'engager que les monstres qu'il a personnellement tués. Si cette histoire se confirme, alors il est compréhensible que seules les classes gobelins et ogres soient débloquées malgré la différence d'or. Cela signifie que Anul doit personnellement chasser ces monstres. Et bien que cela semble être une exigence difficile, avec son précédent tirage gacha, les choses semblent crédibles. D'ailleurs, le gars n'a pas eu cette armure et a plutôt obtenu des lunettes de grade unique, améliorant ses stats et lui donnant une compétence. Il est en fait surpris qu'un objet de grade unique lui soit parvenu. L'artefact est de première qualité et est unique en son genre. D'ailleurs, un objet de grade unique dans le jeu est meilleur que 3 objets de rang A ou plus combinés, ce qui en fait un tirage incroyable. Avec les lunettes, il décide de les porter pour tester leur utilisation. Anul les examine pour la première fois et débloque les dossiers Epstein. Je veux dire, les secrets de l'univers. Toutes ces statistiques sont augmentées de 5,
et une compétence supplémentaire appelée œil du sage est désormais accessible. Cette compétence lui permet de déduire des détails sur les yeux et les compétences de sa cible, avec une utilisation de 2 fois par jour. En gros, c'est comme une compétence d'évaluation ou de scan. Anul est impressionné par l'amélioration de ses stats et adore l'effet unique, le qualifiant même de démentiel. En vérifiant les détails de la compétence, il se demande s'il devrait l'utiliser sur un ennemi pour tester l'information. Mais mis à part ça, ce genre d'objet est exactement ce dont il a besoin en ce moment. S'il peut inspecter les stats exactes du monstre, la chasse deviendra un jeu d'enfant. En les retirant, Anul partage aussi ses doutes sur les lunettes, se demandant pourquoi le système le favorise tout d'un coup. La question de savoir pourquoi il a été choisi le submerge quand soudain le système affiche un avertissement sur son visage pour la vague imminente. On lui conseille de préparer ses défenses alors que le système devient complètement fou, martelant notification après notification sous son regard choqué. Anul observe l'écran de jeu, et à sa grande horreur, il apprend qu'une nouvelle 701e vague va commencer dans 10 minutes. Le gars ne sait même pas comment préparer ses défenses pour cette fichue vague. Tout ce qu'il peut imaginer, ce sont les armées infernales de monstres qui vont déferler sur lui au moment où la vague commencera. C'est comme un voyou de niveau 1 face au boss final. Le gars est en train de flipper et veut refuser, craignant le résultat. Le système souligne que son échec face à l'invasion de monstres entraînera la destruction du château des illusions, ce qui signifie que tous les pouvoirs dont il dispose s'effondreront. Et voici la partie intéressante. Anul observe le futur alors qu'il voit des villes brûler dans la destruction totale du monde. L'échec, c'est la mort. La vague est sur le point de commencer, et le gars se demande comment il va arrêter ces fichus monstres. Le portail bleu tourbillonne, ressemblant exactement à celui du jeu, mais Anul ne comprend pas pourquoi il est forcé de participer. Puis il y a le fait que sa propre participation entraîne une pénalité catastrophique où le monde part en vrille. C'est un inconvénient vraiment dingue, mais le système a décidé que c'était son tour et lancera la vague dans 10 minutes. Sachant qu'il ne peut pas trop réfléchir à la situation actuelle et doit simplement agir, notre gars se concentre sur son objectif d'arrêter les monstres. Le jeu a toujours été un simple jeu de défense avec pour objectif d'empêcher les monstres d'attaquer le château. Pensez-y comme à un jeu de tower defense. Mais à cause des niveaux de difficulté atroces de ce jeu, comme Hollow Knight, la stratégie est l'élément principal nécessaire pour arrêter les monstres et même pour les invoquer au bon rythme. Plusieurs structures défensives du château unifié doivent être utilisées en plus d'un tas d'objets. Après avoir combiné tous ces facteurs, la meilleure stratégie et les meilleures tactiques pour chaque situation sont élaborées. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Chaque commande pour notre gars fonctionne actuellement comme un écran tactile. La première chose qu'il fait est de vérifier son inventaire de monstres pour le déploiement. Apparemment, le gars a 5 monstres déployables. 4 d'entre eux sont des gobelins, et le dernier est un ogre. C'est une révélation intéressante car apparemment Anul peut utiliser ces créatures sans avoir à les engager dans ce mode. Il se demande s'il peut aussi accéder à la force du souverain, mais malheureusement, ce n'est ni accessible ni possible. Ensuite, il essaie d'accumuler des troupes supplémentaires en dépensant son or, mais le système l'en empêche également, interdisant tout changement après la notification de la vague. Le gars se fait avoir et commence à se demander si ce fichu système ne le sabote pas secrètement. La 701e vague est composée du comte Gullard ainsi que de son unité d'élite des enfants dragons. Ce type est classé 6 étoiles avec une armée supplémentaire de 61 dragons. Un monstre 6 étoiles, ça ne s'annonce pas bien pour un combat. Les rangs d'étoiles sont censés indiquer les prouesses au combat, et le rang confirme également le potentiel de chaque monstre. Il est évident que si la différence d'étoiles est trop grande, un monstre se fera écraser par l'autre. Le plus inquiétant, c'est qu'on lui demande de s'occuper d'un putain de 6 étoiles avec sa minuscule escouade de 1 étoile. Peu importe ce qu'il fait, le résultat est évident. Le gars va se faire anéantir par un seul dragon. Anul n'a même pas d'or ou d'autres monstres pour l'aider dans sa stratégie. Soudain, le système lui offre un avantage unique, lui permettant d'avoir une structure défensive et un objet qui seront distribués à toutes ses forces. Vous pourriez penser que c'est une aide énorme, mais notre gars est offensé par le fait que ce système s'attende à ce qu'il termine le niveau comme ça. La situation est peut-être dingue, mais Anul doit tirer le meilleur parti de ce qu'il a, surtout qu'il est le vétéran de ce jeu de merde maudit. Il commence à manipuler l'environnement, cherchant un moyen d'arrêter la vague grâce à son expérience. Avec seulement 8 minutes au compteur, il fonce aussi vite qu'il peut, prenant en compte tous les différents éléments jusqu'à ce que le chronomètre atteigne 15 secondes. Après sa préparation, le compteur arrive à 0. Anul est prêt à affronter la vague. La vague commence avec la fureur déchaînée des wyverns qui envahissent tout le ciel par leur nombre. Leur objectif est de viser la tour ou, dans ce cas, le château. L'armée est dirigée par le comte. Au début de la vague, les wyverns frappent férocement la barrière, faisant de leur mieux pour créer une ouverture. Le puissant comte est agacé de voir l'incapacité de ces monstres. Plusieurs autres wyverns se liguent pour briser la structure renforcée, mais tout cela est dû à la stratégie de Anul. La première chose qu'il a faite a été d'utiliser l'atout de la barrière infinie, augmentant les défenses à 100 contre toute attaque. La barrière infinie est invincible, mais elle a une condition supplémentaire. Elle ne peut être utilisée que lorsque le nombre de monstres du joueur est inférieur au rang 2 étoiles. Eh bien, malgré les meilleurs efforts de notre gars pour lancer la barrière, une wyvern déchaîne son souffle avec fureur,
infligeant des dégâts et anéantissant la barrière. Grâce à ces effets, le bouclier se régénère et c'est la seule chose qui maintient la barrière en vie. Il y a un énorme problème, cependant. Bien qu'il soit vrai que la barrière considère chaque attaque comme un point négatif, si les 61 dragons attaquent ensemble, la durabilité chuterait instantanément à moins de la moitié. C'est la faille, mais notre gars a aussi une solution pour ça. Ça s'appelle le spam clicking. Le gars s'inspire des joueurs d'Ozu. De cette façon, la durabilité est augmentée d'un point à chaque clic, faisant de ses propres doigts la limite au processus de guérison de la barrière. La main de Anul commence à lui faire mal, mais c'est le moyen le plus sûr de garantir une défense complète de la barrière. Vient ensuite la plus grande question. Comment diable parvient-il à vaincre ces monstres divins? La réponse est simple. La barrière renvoie l'attaque d'une des wyverns, lui infligeant un point de dégâts. Normalement, les gobelins sont incapables de blesser les wyverns, mais grâce à son objet spécial, la cuillère à canne, les conditions sont inversées. Cet objet de rang permet à notre gars d'infliger des dégâts quelle que soit la différence de rang. La force des wyverns commence à diminuer même si cela ne leur inflige qu'une perte d'un point de vie. L'une des bêtes remarque même ce gobelin maladroit qui se moque d'elle, et malgré toute sa rage, le dragon ne peut absolument rien faire. Vu comme c'est parti, notre gars va avoir besoin d'environ 60 heures complètes pour éliminer toute la horde. Donc maintenant, la partie difficile est de simplement maintenir le processus de récupération de la barrière pendant 60 heures de folie. La bataille d'usure commence alors que Anul clique frénétiquement, se demandant si ces gobelins vont mourir en premier ou si ce sera lui. Les forces du comte affrontent celles de Anul alors que l'attaque et la défense sont dans une impasse. Quelque temps plus tard, notre gars commence à fatiguer. Et au moment où il essaie d'attraper de Léo, tout le corps du gars est pris d'un frisson glacial. Le truc, c'est que cet homme n'est même pas autorisé à interagir avec quoi que ce soit en dehors du jeu. Pour faire court, Anul doit serrer les dents et n'a ni repos, ni eau, ni nourriture, pas le droit de chier, de se masturber, de se branler, juste pour finir le jeu. Avec tous ces mouvements à gérer, le mec sait que la personne moyenne deviendrait folle de désespoir. Mais cet homme est d'une autre trempe et considère que ce n'est que le début du jeu. L'un des dragons entre dans une rage calamiteuse et crache un souffle de feu titanesque, endommageant considérablement la barrière. Être acculé et ressentir le frisson est la raison même pour laquelle notre gars adore ce jeu, alors que seulement 2 heures se sont écoulées et qu'il en reste 58. La pénalité de mort est bien trop élevée. Le monde entier sera détruit. Alors Anul passe en mode dieu du jeu et prend le contrôle total de la situation, jurant de se battre plus férocement. 12 heures angoissantes s'écoulent, mais il n'est même pas à la moitié du chemin. Les dégâts vont finir par s'accumuler, donc tôt ou tard, les choses pourraient s'améliorer. Les gobelins grignotent lentement les dragons. 2 vouivres s'effondrent, mais le reste de l'armée demeure. Pourtant, Anul est satisfait de ce résultat et veut juste continuer sur cette lancée. 3 autres monstres s'effondrent. Son esprit tient bon. Une journée est passée, et il n'en a éliminé que 10. Puis 12, et lorsque quelques vouivres de plus ont essayé de percer la barrière, 2 demi-dracs sont morts dans la tentative. Le comte savait que ses effectifs s'effondraient. D'autres vouivres commencèrent à tomber, ainsi que les demi-dracs. Et après une course de putain de fou, il ne restait plus que 2 mazentés. À ce stade, Anul ne pouvait même plus toucher l'écran et était incapable de réinitialiser la durabilité de la barrière. L'un des gobelins lance une attaque, mais la vouivre la transperce avant de lancer une double frappe droit sur le bouclier. Cette attaque change la donne. La barrière infinie est officiellement détruite, secouant Anul jusqu'à l'âme. Les quelques secondes où il a décidé de se reposer ont suffi pour que la barrière soit anéantie, et si le château subit un seul coup dans son état actuel, il tombera. Cependant, Gano décide de se sacrifier et fonce droit sur le dragon pour l'affronter. Je pense toujours que c'est la représentation la plus cool de tous les gobelins. Le mec a l'air de pouvoir avoir tout un manoir sur lui. Quoi qu'il en soit, les deux sont sur le point de s'affronter, gobelin contre dragon. Gano a ce regard qui dégage une aura de malade et donne littéralement tout pour fracasser le crâne du monstre. Sa masse est si puissante qu'elle étourdit même notre gars, battant le dragon et renversant même le comte. Avec cela, la vague est officiellement terminée, au grand choc de Anul. Il crie pour célébrer, mais avant même de pouvoir reprendre son souffle, Anul s'effondre instantanément. La fois suivante où il se réveille, le soleil brille de 1000 feux. Le mec n'a même pas su quand il s'est évanoui. Il fixe l'écran du système, qui note la fin de la vague, lui accordant 20 os de vouivre, 10 écailles de Drake et 5 cœurs de Drake. C'est le butin de la mission, mais il ne sait pas du tout à quoi il va s'en servir. Le système vient alors expliquer qu'il reste 3 conditions avant qu'il puisse avoir une conversation avec le souverain. La première condition est d'accumuler un temps de jeu de 50 heures, et la seconde de défendre avec succès. Anul ne connaît même pas le but de la conversation, et encore moins pourquoi diable elle est bloquée par 3 conditions. Quoi qu'il en soit, le mec est juste content d'en avoir rempli 2, il pourra donc bientôt accéder à la fonctionnalité. Vient ensuite la récompense finale, celle qu'il obtiendra pour avoir terminé la vague. L'écran émet une lumière vive, aveuglant la pièce et stupéfiant Anul. À ce moment-là, on a un plan de son téléphone. Apparemment, le mec a été appelé 7 fois par son admiratrice, Sua. De retour à la guilde Pingbaek, le frère de Sua refuse de comprendre la situation. Le même type qui est supposément de rang E a réussi à battre un ogre. Ce grand gaillard,
aussi grand que Big Shaq de la NBA, pense que notre gars est un imposteur. Mais Sua a souligné qu'il y a eu des rumeurs sur le réveil de Hanul. Soyuk n'y croit pas une seconde, sachant que les réveils sont sacrément rares. À ce moment-là, il trouve l'homme du jour, Hanul lui-même, se précipitant aussi vite qu'il le peut pour discuter. Il sait qu'il attend depuis un moment et s'excuse de ne pas avoir été disponible. Même si le mec s'excuse à n'en plus finir, Soyuk a toujours un balai dans le cul parce que le type a fait attendre sa sœur pendant 3 jours. Soa crie sur son frère et lui dit d'arrêter. Pendant ce temps, notre gars remarque leur relation. Quant à Hanul, elle lui donne une explication concernant les récompenses de l'ogre ainsi que le règlement du paiement. Notre gars veut commencer par le rapport de l'association. Ils sont donc amenés au bureau du personnel où la réceptionniste reçoit le témoignage personnel de Suo qui a vu ce type abattre un ogre. Elle sait que personne d'autre n'aurait pu arriver, même s'il n'y a aucune preuve physique. Soyuk, en bon grand frère surprotecteur, fusille du regard la réceptionniste pour avoir même essayé de les questionner, alors elle se dégonfle instantanément. En même temps, elle soutient qu'un monstre du calibre d'un Rambe nécessite une procédure de vérification formelle appropriée. Ce que cela signifie, c'est qu'ils vont mesurer les stats de notre gars pour voir si son histoire tient la route. Cela va être fait à l'aide d'un manomètre, et c'est un problème. Vous voyez, Sua comprend que ce type s'est réveillé, mais même elle n'a pas pu vérifier ses stats. Inquiète, elle se porte même garante pour lui afin qu'il utilise une méthode de vérification différente. Mais Hanul lui-même est assez confiant et jure de faire la mesure tout de suite. Dans la scène suivante, le manomètre confirme les stats d'un des membres au Randé, et c'est ensuite au tour de notre gars. Alors Sua est naturellement inquiète. Son frère pense que c'est la meilleure situation possible car il veut voir le potentiel de Hanul à susciter l'intérêt de la constellation. S'il n'a aucune capacité, alors il n'est pas digne d'être remarqué. Finalement, notre gars pose sa main sur la pierre géante sans rien sur lui pour l'aider à booster ses stats. Ça fait un moment qu'il ne s'est pas tenu devant l'un d'eux, et comme les autres chasseurs, il a aussi fait mesurer son mana il y a 7 ans. Le manomètre s'active pour vérifier ses stats pendant que ses amis attendent patiemment. Soyuk est attiré par une certaine réaction quand soudain la mesure du manomètre se termine. Hanul se tient là alors que l'évaluation confirme son nouveau rang, un énorme rang S, un retournement de situation dingue à couper le souffle qui capte l'attention de tous. Le titre de rang S est quelque chose dont même Hanul n'avait aucune idée jusqu'à ce qu'il obtienne la récompense finale de la mission. Vous voyez, à ce moment-là, il a acquis une nouvelle compétence. Elle s'appelle l'image rémanente du Seigneur, et elle ajoute les stats du monstre le plus fort de la vague précédente au stade du joueur. Cependant, la stat n'est accessible que pendant 30 minutes et ne peut être utilisée qu'une fois par jour. En gros, le mec peut utiliser les stats du compte Gular pendant la période impartie, et c'est ce qu'il a fait, se boostant à des niveaux obscènes. Il a obtenu la compétence parfaite pour la mesure car tant que la compétence est active, ses pouvoirs sont comparables à un rang S. Personne ne peut rien sentir. Le monde le considérera simplement comme une nouvelle recrue de rang S. Le frère et la sœur sont stupéfaits. Même Soyuk doit lui faire un compliment malgré son hésitation. La mesure étant terminée, il est officiellement reconnu comme la personne ayant vaincu l'ogre. L'un des membres lui assure que c'est tout ce dont ils avaient besoin. Hanul remercie le frère et la sœur de l'avoir aidé à faire avancer le processus en douceur. Il veut partir tout de suite, mais alors qu'il s'en va, Soyuk l'arrête pour discuter autour d'un café. Il l'invite aussi en tant que vice-chef de guilde, c'est donc une grande invitation qui attire l'attention de tout le monde. Les gens s'intéressent à ce développement, mais notre gars se montre très suffisant en rejetant l'offre, estimant qu'il n'a besoin que de Soa pour toute information concernant la guilde. En disant cela, Hanul quitte la scène, laissant son frère Furax sans voix. Il rentre chez lui et son visage est partout aux infos. Le stream vient de commencer avec l'association des chasseurs déclarant son rang actuel comme rang B. Au fait, c'est parce que l'association ne permet pas à un chasseur de sauter plus de 3 rangs à la fois. Eh bien, même sur son propre stream, certains commentateurs crachent sur ce jeu de merde. Le mec reste de marbre et agit comme s'il n'était pas celui dont il parle. Les spectateurs deviennent fous pour le rang S secret qui a tenu tête à Soyuk. Ils spéculent que ce type pourrait finir par rejoindre la guilde, mais apprennent aussi la rumeur selon laquelle il a refusé. Pendant qu'il l'encense et parle de lui, Hanul ajoute qu'il a du nouveau contenu pour les spectateurs. C'est en fait du contenu lié aux chasseurs, mais les spectateurs ne sont pas aussi intéressés. Ils décident de susciter leur intérêt en leur demandant des suggestions pour terminer un donjon spécifique. Ils sont stupéfaits qu'ils veuillent streamer l'intégralité du raid, car c'est considéré comme carrément illégal. Il y a un accord de confidentialité pour les chasseurs qui ne peut être violé. À la place, Hanul a l'intention de simplement poster le certificat de réussite et de raconter l'histoire lui-même. Ils pensent tous que son histoire va être incroyable. Les guildes qui essaient activement de cacher les secrets des donjons vont échouer à cause d'un seul streamer. Un spectateur suggère de s'attaquer au nid du dragon fou, mais un autre fait un don de 50 000 pour le donjon de la cuisine du géant. Puis un troisième spectateur lâche un putain de million, le suppliant d'arracher les pattes de la reine dans la forêt des araignées. La différence avec les 50 000 est folle, mais les dons sont même écrasantes pour notre gars. Il leur dit de se calmer et lève les yeux vers la notification la plus élevée. 10 putains de millions lui ont été alloués, s'attirant le choc et l'attention de tous les autres spectateurs. Le gars a un mécène comme fan, mais en réalité,
C'est l'assistant du souverain qui veut parler à notre héros. Anul ne peut que se demander où on l'envoie pour une somme aussi énorme, alors il demande la recommandation du spectateur. L'entité répond en suggérant qu'il se dirige vers la partie la plus profonde du jardin de la méditation. Les autres spectateurs pensent que cette requête est un piège mortel car personne n'a jamais réussi à le terminer. Le jardin de la méditation a 3 secteurs distincts, l'entrée, le lac, et la partie la plus profonde. L'entrée est considérée comme relativement sûre pour un terrain de chasse. Le vrai problème, c'est le lac au centre qui amène de nouveaux niveaux de danger. Personne ne sait même ce que contient la partie la plus profonde car ils n'ont pas pu dépasser le lac. La seule personne qui a réussi à aller aussi loin était Suyuk lui-même, qui a atteint ses limites et a cessé de progresser. Et maintenant, on lui demande cette même mission, qui est impossible même selon la propre analyse de Anul. Le spectateur numéro 1 ajoute qu'il n'a pas à terminer le donjon lui-même. La mission lui convient tant que Anul atteint la partie la plus profonde. Cela change un peu la difficulté, bien qu'on lui ait même assuré un soutien supplémentaire si le gars finit par terminer entièrement le donjon. Le reste des spectateurs s'oppose à cette demande folle, sachant que cela va faire tuer le streamer au nom du contenu. Certes, notre héros connaît la gravité de la situation, mais ça lui va d'atteindre simplement la partie la plus profonde et de revenir. Puis il y a le fait que le spectateur numéro 1 lui-même veut qu'il termine le donjon et a même offert son soutien pour cela. Anul n'a vraiment pas hâte de faire cette mission, mais finalement il crie haut et fort qu'il est prêt. Allons au bureau des chasseurs où la réceptionniste prend sa demande pour défier le jardin de la méditation en expédition solo. Après avoir entendu son intérêt pour l'exploration de la partie la plus profonde, elle lui rappelle que ce sera le voyage le plus dangereux en solo. Anul lui dit de simplement traiter sa demande, alors elle lui fixe un créneau dans une semaine. Cependant, notre héros la presse d'obtenir une autorisation plus tôt. Après tout, il n'a à emmener personne dans une expédition solo. Elle lui propose un créneau pour demain, ce qui convient à Anul. Il est attendu à 4 heures, et Anul Sen va donc, son rendez-vous pris. Alors qu'il sort du bâtiment, un duo intéressant arrive, cherchant à attirer son attention pour discuter. Nous avons Mayung et Sohan, tous deux chefs d'équipe RH des guildes Aegis et Sanrei, qui le rencontrent. Notre héros réalise qu'ils doivent être au courant de la réinitialisation de son évaluation récente. La guilde Aegis et la guilde Sanrei sont toutes deux ravis de l'accueillir à bord. Ce sont en fait 2 des 3 plus grandes guildes de Corée. Ils sont tous les deux intéressés à offrir des conditions bien plus attractives que ce que Pang Baek lui a demandé, mais notre héros n'est absolument pas intéressé par une conversation de guilde et Senva, concentré sur sa mission. Il n'envisage pas vraiment de rejoindre une guilde car cela le freinerait. Ce qu'il doit prioriser, c'est le donjon. Et en parlant de ça, Suyuk reçoit un rapport frais de notre héros lui-même concernant sa mission. Anul explique son intention d'atteindre la partie la plus profonde, celle que même Suyuk n'a pas pu atteindre. C'est pourquoi il appelle le rang S pour avoir des informations. Bien sûr, Suyuk sait qu'il n'a rien à céder jusqu'à ce que notre héros révèle qu'il a un moyen secret de terminer le donjon. Cette déclaration stupéfie le vice-chef pendant que notre héros l'assure qu'il annoncera publiquement avoir terminé le donjon avec l'aide de Pang Bae. Cela crée une incitation égale à partager les informations, c'est pourquoi Soyuk est disposé, bien qu'il soit curieux de savoir si Anul a vraiment un moyen de terminer ce donjon. Notre héros le confirme, alors le vice-chef agit sur une autre proposition, l'incitant à rejoindre la guilde. Bien sûr, notre héros refuse immédiatement. Au moment où Soyuk essaie de prétendre qu'il est le seul à montrer de l'intérêt, Anul partage que les guildes Aegis et Sunure l'ont également contacté respectivement. Cette information frappe le vice-chef comme un camion car elle ne fait que confirmer que les 2 autres chefs agissent à l'improviste. Anul insiste, estimant que l'offre de Pang Baek ne lui accorde que peu de considération. Vaincu dans la négociation, Suyuk accepte et met une chose au clair délibérément. Il n'a aucune information sur la partie la plus profonde et la structure du donjon a pu changer au cours de l'année. Anul Sen accommode et fait de son mieux avec ce qu'il a. Il arrive à l'endroit désigné, portant ses lunettes, et les hommes en face de lui le remarquent immédiatement. Kwang-su se présente comme un membre de la guilde Bulgul. Notre héros répond au salut, mais le chauve en sait déjà un paquet sur le gamin grâce à l'évaluation. C'est un prétentieux qui n'a jamais travaillé avec un rang S auparavant et qui n'apprécie pas que notre héros postule en solo. Le gars est mauvais perdant et explique grossièrement que sa guilde a une mission à accomplir, donc il n'offrira aucune aide. Ne sentant aucune menace, Anul accepte la situation. Le crâne d'œuf Sen va en agissant comme si le rang S ne signifiait rien dans un vrai combat. Même Anul ne s'attendait pas à ce que ces types aient leur règle le premier jour. Il a de la chance d'être entré, mais pour des donjons comme celui-ci, une taille de groupe minimale est requise avec une réservation d'1 mois. Les membres du groupe attendent depuis un moment, et notre héros a réussi à entrer le premier jour, donc ils sont contrariés par ça. Quoi qu'il en soit, il active son œil du sage pour déduire leur rang. Ils sont tous nuls et ne pourront pas suivre notre héros dans les parties plus profondes. Cela signifie qu'ils pourraient être utilisés pour l'espionnage. Quoi qu'il en soit, Anul sait qu'il ne les croisera pas. Le chauve se retourne pour lui demander pourquoi il sourit en coin. Anul leur dit qu'il s'est souvenu d'une blague amusante, mais les idiots sont tellement peu sûrs d'eux qu'ils le prennent comme une offense et veulent le tabasser. Au milieu de tout ça, le membre du personnel ouvre la porte pour le raid du donjon, laissant apparaître des éclairs verts crépitants. On dit aux chasseurs d'avancer rapidement, sinon la porte ne tiendra pas, et c'est en fait la première fois que notre héros entre dans un vrai donjon.
Anul entre, curieux de voir ce qu'il attend alors que l'écran du système affiche des détails de base comme la capacité du donjon par raid. Ici, le serviteur du souverain lui souhaite bonne chance avec son soutien, modifiant partiellement le paysage du donjon. Les membres du groupe sont là, mais Crâne d'œuf sent que quelque chose cloche depuis le début. Il reconnaît à peine ce foutu endroit car il ne ressemble en rien à l'entrée. Le gars a des flashbacks du Vietnam pendant que ses potes se demandent pourquoi il y a un lac ici. L'entrée n'est pas censée être comme ça. Certains d'entre eux savent même à quoi elle ressemble. C'est une première pour Anul, qui comprend que l'entrée est censée être facile à terminer. D'après les informations que Suyuk a décrites, cette version ne ressemble en rien à l'entrée. Puis notre héros réalise quelque chose. L'écran du système les annonce officiellement avec un nouveau briefing, souhaitant la bienvenue aux chasseurs au bord du lac. Les chasseurs s'arrachent les cheveux en cherchant une explication pendant que le système annonce le massacre des maillets cochons. C'est leur mission, protéger les maillets cochons des mains de leurs tueurs jusqu'à la nuit. Réussir cette mission permet de traverser le lac et d'accéder à la partie la plus profonde. Mais s'il échoue, chaque challenger mourra. C'est un inconvénient majeur. Les rangs pètent les plombs, et ils ne sont pas prêts pour cette mission, au point que les hommes de Kwangsu veulent qu'ils se retirent. Mais au moment où ils essaient d'accéder à leur fenêtre de statut pour abandonner la mission, ces gars réalisent qu'ils ne peuvent pas du tout quitter. Crâne d'œuf essaie de s'échapper depuis un moment maintenant, mais il est coincé malgré tout. Le nombre actuel de maillets cochons est de 130, avec 2 déjà abattus, faisant chuter le nombre à 128. Kwangso panique et demande au chasseur de rang S local une explication, lui demandant des indices sur la façon dont il pourrait les aider. Notre héros explique calmement qu'il ne sait rien de ce qui se passe, bien qu'il ait des informations concernant le lac. Ces mots ravivent la confiance de Kwangso alors qu'il supplie notre héros de leur donner les informations aussi. Ils sont heureux d'aider de toutes les manières possibles. Anul rit de l'ironie car ce sont les mêmes mecs qu'il insultait plus tôt. Il pose une condition pour coopérer avec eux. D'abord, il partagera ce qu'il sait, mais ils devront suivre ses ordres en échange jusqu'à ce que tout soit terminé. S'ils peuvent accepter cette demande, il sera ravi de tout expliquer. L'accord menace l'autorité de la guilde, car il permettra à Anul de remplacer leur chef. Mais ce n'est pas comme s'il avait le choix, car le système impose une nouvelle diminution du nombre de maillets. Kwangsu sait qu'ils sont foutus s'ils n'obéissent pas, alors le crâne d'œuf accepte le plan tant que Anul peut porter le chapeau si son plan échoue. Mais c'est une condition injuste car notre gars offre déjà une récompense. Kwangsu écoute patiemment et accepte de l'entendre. Anul explique les détails du terrain auquel ils ont affaire. Il cartographie la structure exacte du secteur du lac. L'immense lac situé en son centre se déverse dans toute la forêt en formant une toile. Même le crâne d'œuf est stupéfait par la richesse de ses sources d'informations, mais Anul reste simple et explique qu'il a une compétence de reconnaissance. Kwangsu est choqué et se sent heureux, car il ne pourrait jamais se perdre avec ce type à leur côté. Même la disposition correspond aux informations que Soyuk a partagées. Plus précisément, ce qui se passe en ce moment, c'est que notre gars utilise la carte sacrée que lui a donnée le spectateur 1. C'est un cadeau du château, donc il n'a pas à faire le gros du travail. La mission est assez simple. Ils sauveront les maillets cochons du massacre, mais cela signifie que les localiser est également important. Ils résident tous dans les zones humides, il y a donc 8 zones de nidification à cibler au total. À partir de là, ils doivent juste foncer rapidement avant que le tueur n'ait la chance d'éradiquer une zone. Anul a l'intention de les rassembler en un seul endroit pour une défense plus facile. C'est à peu près le début du plan, et il veut qu'il agisse immédiatement alors que le nombre continue de chuter. Même sans rien faire, ils perdent des effectifs. Et à cause de cette urgence, le groupe de Kwangso fonce pour localiser les zones. Bien qu'il soit curieux de savoir ce que le chasseur de rang S a l'intention de faire, et que Anul explique qu'il s'occupera seul du maillet cochon, le chef de guilde le laisse à ses affaires, offrant à notre gars l'intimité qu'il désirait. Son but est de reconnaître la zone en utilisant la carte du lac. Apparemment, il y a une mission cachée dans cette zone avec une récompense spéciale, et notre gars veut principalement accomplir cette mission. La chasse va commencer, mais d'abord, il doit découvrir 2 choses pendant la reconnaissance, la mission cachée elle-même, puis l'identité des tueurs qui tuent les maillets cochons. Apparemment, il y a plusieurs sortes de monstres ici, donc il doit savoir qui ils sont. En espionnant un groupe, Anul observe une bande d'hommes lézards qui ont l'air sacrément costauds. Il est en fait abasourdi et se rend compte que ces types doivent être les massacreurs responsables de la mort des maillets cochons. Son plan vient de se compliquer énormément, car même si les hommes lézards ne sont que de rendez, une meute énorme d'entre eux est une vraie plaie à affronter. Sachant qu'il ne devrait pas engager le combat, Anul essaie de partir quand soudain 2 idiots débarquent en racontant des conneries sur lui. Le pire, c'est qu'ils se dirigent tous les deux dans cette direction, mettant en danger la sécurité de notre gars au passage. La grande gueule parle avec arrogance jusqu'à ce que la tête de cet homme lui soit littéralement arrachée des épaules. L'un des monstres s'est jeté dessus et a massacré l'humain. Sa tête gicle du sang. En voyant les hommes lézards impitoyables surgir de nulle part, l'autre type s'énerve et essaie d'attaquer le monstre imprudemment. Ses poings remplis de rage attaquent la créature à chaque coup. La fureur du frérot ne connaît pas de limite alors qu'il porte l'attaque finale. Mais voici la partie choquante. Rien de tout cela n'a fait le moindre dégât. C'est parce que les hommes lézards ont collectivement accès à un bonus d'équipe dessin. Ce même petit monstre de rang qu'il avait subi une évolution en 2 étapes et passe en classe B quand ils sont ensemble. À cause de ce buff de fou,
La créature lui arrache le bras du corps, laissant le gars hurler pour sa vie. Puis le monstre prend son arme et s'apprête à porter le coup de grâce quand soudain, le roi Dora lui-même, Gano, arrive et le bloque. Ce champion de tous les gobelins a été invoqué pour équilibrer les chances. Le type de Rance et de la guilde Bulgul ne croit pas ses yeux d'avoir été sauvé par un simple esclave gobelin. Anol apparaît par derrière et rappelle au grand gaillard qu'il leur a demandé de rester à leur place désignée dans le donjon. Le grand gaillard explique qu'il s'est simplement perdu en chemin et a fini dans cette section par erreur. Anno lui dit de battre en retraite et de soigner ses blessures pendant qu'il s'occupe de l'homme lézard lui-même. Il ordonne ensuite à Gano de nettoyer rapidement les monstres environnants. Il manque déjà de temps et doit encore localiser une quête spéciale cachée quelque part dans le donjon. Gano bouge immédiatement et active battement des ailes du corbeau. Il fonce sur les hommes lézards si vite qu'ils peuvent à peine suivre son mouvement. L'esclave gobelin nommé abat un monstre après l'autre avant même que les hommes lézards ne réalisent ce qui se passe. Pendant ce temps, une aile se tient calmement à regarder le combat, profitant du spectacle. Même si les lézards sont bien plus nombreux que Gano, il sait qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Juste à ce moment-là, l'un des hommes lézards semble utiliser toutes ses cellules grises d'un coup. Il réalise qu'attaquer annule directement est peut-être leur seule option et lui saute dessus soudainement, visant un coup fatal. Annul active instantanément l'image rémanente du seigneur et utilise les statistiques qu'il a obtenues du comte Gullard lors de la vague précédente. Obtenant une force de rang S pendant une demi-heure, il repousse facilement le monstre comme si de rien n'était. À ce moment-là, Gano a déjà fini de nettoyer les lézards stupides restants. Annul félicite son serviteur gobelin et le tapote, même s'il trouve toute l'interaction un peu suspecte. Et comme prévu, le gobelin rougit tandis que l'affinité augmente de 10 points supplémentaires. Il vend ensuite les pierres de mana qu'il a collectées et gagne de l'or facilement. Comme c'est la première fois qu'il vend une pierre d'homme lézard, le château de l'illusion du seigneur lui accorde une récompense bonus. Heureusement, une fois de plus, il touche le jackpot et reçoit un autre ticket de tirage gacha, qu'il décide de n'utiliser qu'une fois la mission entièrement terminée. Gano lui tapote alors le poignet, essayant de rappeler à Annul que son temps est presque écoulé. Alors que Annul commence à se demander s'il existe un moyen de gérer le chronomètre, l'esclave gobelin commence soudain à ressembler à ces gobelins avides obsédés par l'or. À ce moment précis, le système affiche une notification l'informant qu'il peut simplement payer 5 pièces d'or pour chaque 10 minutes supplémentaires s'il veut garder son monstre invoqué plus longtemps. Le streamer trouve cette manœuvre extrêmement basse de la part du système, notant comment il essaie constamment de le saigner à blanc dès qu'il en a l'occasion, mais il sait aussi qu'il n'a pas vraiment d'autre option. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, il entend un étrange grondement, et soudain un immense troupeau de maillets cochons fonce droit sur lui. La sueur coule lentement sur son visage alors qu'il se demande comment il est censé contrôler un si grand groupe de ceux qui devraient être des cibles faciles. Une fois de plus, Gano intervient pour sauver la situation en communiquant directement avec les mulets cochons. Le gobelin capte leur attention et fait l'éloge passionné de son maître, leur disant à quel point Annul veut sincèrement les protéger et les sauver. Les mulets cochons éclatent instantanément en sanglots après avoir entendu le discours émouvant et se précipitent vers Annul, essayant désespérément de montrer leur gratitude. Et c'est ainsi que Annul se retrouve capable de guider les monstres comme un berger menant son troupeau. Après avoir résolu cette situation inattendue, il continue de reconnaître la zone aux côtés de son gobelin et continue d'éliminer toutes les espèces d'hommes lézards qui osent les approcher. Cependant, lorsqu'il tente plus tard de vendre à nouveau les pierres de mana, le système affiche soudainement un avertissement rouge l'informant que les fonds du château ont été complètement épuisés et qu'il ne pourra plus vendre ou collecter de pierres jusqu'à ce que des fonds supplémentaires soient restaurés. Il semble que Annul ait déjà atteint la limite d'unité pour chaque espèce d'homme lézard qu'il peut commander. Il ne s'attendait pas à ce que le château soit à court d'or. Maintenant qu'il sait qu'il y a une limite stricte au nombre de monstres qu'il peut contrôler, il décide d'arrêter de chasser les types d'hommes lézards, car ce serait une perte de temps. Il compte ensuite les porcelets qu'il a personnellement sauvés, arrivant à environ 60, et le système l'informe qu'un total de 70 ont été sauvés en tout. À partir de ce nombre, il devient évident que toute la guilde Bog n'a réussi à en sécuriser que 10 par ses propres moyens. Tout à coup, quelque chose change chez les maillets cochons, ils commencent à agir de manière désordonnée. Les soi-disant cibles faciles se mettent soudainement à courir à l'unisson, menant chaque joueur à l'intérieur du donjon vers le centre du lac. Le système du donjon répond par une annonce, expliquant que les massacreurs ont cessé de chasser les maillets cochons et que le chevalier est officiellement tombé. Ils sont félicités pour avoir réussi à protéger les cibles faciles des tueurs. Comme le nombre total de maillets cochons sauvés a atteint 70, un objectif caché est également accompli en même temps. À ce stade, les membres de la guilde Bogle sont complètement à bout, criant au donjon de les laisser sortir de ce cauchemar. Cependant, alors que tout le monde suppose que c'est enfin terminé, une nouvelle notification apparaît et les informe qu'une épreuve de médication est sur le point de commencer. Une vague massive d'eau pétillante déferle soudainement sur tout le monde. Et juste au moment où il se croit fini, les maillets cochons qui l'ont sauvé deviennent sérieux et bondissent en avant pour les protéger. Anol et Gano restent là, visiblement surpris par la tournure soudaine des événements. Le système les informe que les maillets cochons qui l'ont protégé de leurs prédateurs leur rendent maintenant l'appareil en guise de gratitude. Anol peine à croire que ces cibles faciles possèdent un tel potentiel caché. À ce moment-là, il comprend enfin pourquoi on leur a assigné la tâche de les protéger au départ.
Il se demande tranquillement si en sauver plus rendrait quelqu'un plus en sécurité. Pour tester sa théorie, Anul jette un rapide coup d'œil aux autres, remarquant que la plupart d'entre eux ont à peine réussi à sauver un ou deux maillets cochons chacun. Le chef de Bogle, Kwang, tient à peine le coup, et le maillet cochon à côté de lui semble sur le point de rendre son dernier souffle. Le reste des membres de Bulgul semble être dans un état similaire, ce qui inquiète sincèrement Anul pour eux. Il essaie rapidement de trouver un moyen de tous les sauver. Et à ce moment-là, le système envoie une autre notification. Elle révèle enfin la mission cachée que Anul cherchait depuis tout ce temps. Pour la terminer, il doit localiser et neutraliser la véritable source de cette épreuve. De plus, il apprend que s'il bat le monstre responsable de cet événement, l'épreuve se terminera immédiatement au lieu de durer les 10 minutes imparties. Anul ne perd pas de temps, se stabilise et met ses lunettes. Il active sa compétence œil du sage et identifie rapidement une présence exactement là où le système l'a indiqué. En se concentrant davantage, il confirme qu'il s'agit d'un monstre nommé appelé Zenkaruk, une créature très intelligente possédant des compétences dangereuses telles que vagues cataclysmiques et tempêtes. Cette prise de conscience le rend anxieux car les monstres nommés sont considérés comme des êtres spéciaux avec des capacités uniques qui leur sont exclusives. Malgré tout, il se force à se calmer, se rappelant qu'une mission cachée n'allait jamais être simple. Lorsque Gono devient visiblement excité et se prépare à charger le monstre tapis derrière la vague massive, Anul l'arrête et déclare qu'il ne fera qu'assister à cette bataille. Il explique que sans résistance à Léo, Gono serait en grand danger dans le lac car le champ de bataille représenterait une menace sérieuse pour lui. Anul ouvre alors sa boutique d'invocation de monstres avec l'intention d'engager un nouveau monstre pour gérer la situation. Dans la liste d'échanges du seigneur, il choisit un ogre berserké principalement parce qu'il possède une résistance naturelle à Léo. Cependant, une nouvelle préoccupation surgit immédiatement dans son esprit car, contrairement à Gono, l'ogre n'a aucun objet équipé, ce qui signifie qu'il perdrait très probablement contre un monstre nommé du calibre de Zenkaruk. Réalisant qu'il a besoin de quelque chose pour améliorer les statistiques de l'ogre, Anul sort son ticket de gacha premium malgré son taux de réussite notoirement bas et décide de l'utiliser. Il espère que le tirage lui donnera un objet capable d'aider l'ogre à avoir une chance réelle contre Zenkaruk. Le ticket s'active, et une lumière dorée jaillit, forçant les yeux de Anul à s'écarquiller une fois de plus. Il ressent une vague d'excitation en réalisant qu'il s'agit d'un objet de rang S, mais cette excitation se transforme rapidement en confusion car l'objet ne semble pas être particulièrement utile au combat. Pendant ce temps, le courant d'eau continue de se renforcer, ne lui laissant d'autre choix que d'invoquer l'ogre et de l'équiper de l'objet qu'il vient de recevoir. Au moment où il place l'objet sur l'ogre, la créature s'effondre soudainement au sol. Au même moment, Anul entend le cri désespéré d'un des membres de Bulgul qui est sur le point de se noyer, alors il se précipite pour l'aider sans hésitation. La déception se lit sur son visage alors qu'il serre les dents, réalisant qu'il devra peut-être tout gérer seul maintenant. De plus, il ne reste que 12 minutes à son image rémanente de seigneur, après quoi il redeviendra un simple kidam de rang E. Malgré tout, il choisit de donner la priorité au sauvetage des autres, bien que l'effort commence à se faire sentir alors qu'il lutte malgré ses statistiques temporairement supérieures. Juste au moment où sa prise commence à se desserrer et qu'il est sur le point de lâcher l'arbre auquel il s'accroche, le courant violent commence soudainement à faiblir. Lorsqu'il regarde devant lui, il voit l'ogre se tenant fermement dans les hauts, portant ce qui ressemble à un chapeau des Harry Potter. L'ogre parle d'un ton héroïque et demande à son maître s'il a été blessé quelque part. Il salue formellement Anul et se présente comme son humble serviteur, se comportant d'une manière qui ne ressemble en rien à ce que l'on attendrait d'un ogre. Anul se retrouve perplexe car, de son point de vue, tout ce qu'il avait fait était de placer un objet de rang S, le chapeau de l'archimage Gandorf, sur la tête de l'ogre. L'artefact était censé être conçu pour amplifier les attributs liés à l'intelligence, transformant théoriquement même un idiot en génie. Cependant, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'élever l'intellect d'un ogre à un tel degré pourrait produire des conséquences aussi extraordinaires. Toujours pris dans sa confusion, Anul interroge son serviteur, lui demandant comment il est possible pour lui d'articuler des mots si clairement et de tenir une conversation correcte. En réponse, l'ogre bombe fièrement le torse et explique avec une fierté évidente que le chapeau que lui a conféré son maître a altéré son être, le remodelant en une version entièrement nouvelle d'un ogre. Suite à cette déclaration, l'ogre s'incline respectueusement dans une profonde révérence devant Anul et demande humblement que son maître lui donne un ordre. Anul répond qu'avant de donner des ordres directs, il y a quelque chose qu'il souhaite clarifier. L'ogre accepte volontiers sans hésitation. Anul demande alors si le monstre est maintenant capable de manier la magie, ce à quoi l'ogre répond fièrement par l'affirmative en expliquant qu'il vient d'en imprégner sa bûche. Entendre cette explication remplit Anul d'excitation alors que les circonstances semblent enfin tourner en sa faveur. Saisissant l'occasion, il ordonne à l'ogre d'avancer directement à travers la violente tempête tandis que lui-même le suit de près. Sans tarder, l'ogre coiffé du chapeau commence à se frayer un chemin avec force à travers le déferlement écrasant. Anul donne même à l'ogre le nom d'Éodolphe et lui dit qu'il compte sur lui. Au moment où il entend son nouveau nom, les joues d'Éodolphe rougissent et des larmes commencent à couler de ses yeux. Profondément ému et rempli de détermination, il crie qu'il donnera tout ce qu'il a et se sacrifiera même pour rembourser cet honneur. Odolphe charge alors à travers la vapeur, dégageant le chemin, et Anul est confiant qu'ils arriveront bientôt. Ce changement soudain met Zenkaruk mal à l'aise,
car il réalise que quelqu'un a réussi à déjouer sa magie. Bien qu'il pense que celui qui a fait cela ne peut pas être un mage ordinaire, il reste confiant que briser sa barrière ne sera pas facile. Pendant ce temps, Odolphe atteint la barrière et est immédiatement arrêté par celle-ci. Il informe Anul du blocage, et Anul lui dit de continuer à frapper le même point encore et encore, espérant qu'une force répétée sur une zone pourrait finir par la briser. L'ogre commence à expliquer, en utilisant la logique et les mathématiques, pourquoi cette barrière à formule multicouche ne peut être détruite, mais Anul l'interrompt et lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de la briser avec sa force brute au lieu de compter uniquement sur la magie. Même si cela n'a aucun sens pour lui, le serviteur suit humblement l'ordre et commence à frapper la barrière sans relâche, balançant son arme comme s'il jouait un match de baseball. Zenkaruk devient plus anxieux en remarquant l'affaiblissement de la barrière, mais il reste calme, croyant qu'un simple ogre ne peut pas surmonter sa vague catastrophique. Il pense qu'il est impossible pour quiconque de maîtriser à la fois la force et la magie. Et alors qu'il continue de parler de l'indestructibilité de la barrière, celle-ci se brise de manière inattendue. Cela surprend complètement l'homme lézard Zenkaruk. Il se dit que seul un ogre qui est aussi un mage pourrait réussir quelque chose comme ça, ce qui devrait être presque impossible. En regardant l'ogre portant un chapeau de mage, il n'arrive pas à croire que son sceau magique a été brisé. Il commence à se demander si l'ogre est en réalité un chaman ogre. Quand Anul demande à l'homme lézard s'il est Zenkaruk, ce dernier ne répond pas. Au lieu de ça, il se concentre entièrement sur l'attaque des ennemis en face de lui. Il suppose que le chaman ogre a dû drainer beaucoup de mana et que cela lui donnera l'avantage sur un ennemi affaibli. Juste au moment où l'homme lézard s'apprête à lancer une puissante attaque qui pourrait tuer n'importe qui instantanément, Anul dit à Odolphe d'essayer un sort à longue portée pour l'interrompre. Anul s'attend à une boule de feu ou quelque chose de similaire suivi d'une charge sur l'ennemi, mais l'ogre lance simplement la bûche sur Zenkaruk. L'homme lézard ne remarque pas qu'une vraie bûche lui arrive dessus et prétend avec arrogance qu'il a déjà gagné, insistant sur le fait qu'aucune magie ne peut briser sa barrière et qu'il avait anticipé cette attaque. Cependant, lorsque la bûche le frappe enfin, toute la confiance de l'homme lézard se brise instantanément comme du verre fragile, et il s'effondre, vaincu, sur place. Anul se tourne vers son serviteur massif et commente que le sort qu'il a utilisé ressemblait simplement à un lancer de bûche, et Odolphe s'excuse immédiatement, expliquant qu'il n'a pas encore appris de sorts appropriés. La scène se déplace ensuite au quartier général de la guilde Pangbaek où le chef subit des pressions pour recruter rapidement le chasseur de rang S nouvellement éveillé, Anul, avant que leurs rivaux n'aient la chance de le leur ravir. Malgré leur insistance, ils ne voient pas la nécessité de courir après un misérable chasseur de rang S, car il en a déjà beaucoup à revendre. De retour dans le donjon, Zenkaruk a été vaincu avec succès. Odolphe ramasse soigneusement la pierre de monstre et la porte à Anul. Anul félicite le grand gaillard pour son travail acharné, mais Odolphe insiste humblement que cela n'a été possible que grâce au conseil et au soutien de son maître. Après avoir échangé des mots de reconnaissance et s'être disputé les lauriers, Anul vend la pierre d'âme spéciale au château. Le château calcule alors les récompenses, qui comprennent un permis spécial de développement de zone, un autre ticket de gacha et une petite quantité d'or, légèrement réduite en raison du manque de fonds au château. De plus, Anul gagne maintenant la capacité d'utiliser Zenkaruk lors de ses défenses de vagues. Il décide de vérifier les récompenses plus tard et de repartir pour le moment. Quand il revient, il ne trouve que la chasseuse aux cheveux bleus de la guilde Bulgul consciente. Elle demande immédiatement s'il a réussi à tous les sauver et le remercie humblement pour ses efforts. Anul s'enquiert du reste des membres de sa guilde, et elle lui dit qu'ils sont tous vivants et ont commencé à recevoir un traitement approprié. À ce moment-là, le chef Kwang arrive et demande à parler à Anul. Le type fonce presque sur lui comme s'il allait le frapper, mais de manière inattendue, il tombe à genoux et remercie Anul au nom de sa guilde pour avoir sauvé tout le monde. Il s'excuse pour la façon dont il a traité Anul lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans le donjon. Anul trouve cela incroyable car il ne s'attendait pas à ce que cette brute épaisse soit capable de s'excuser. Il lui tend la main pour l'aider à se relever et lui dit de se remettre sur pied et de s'occuper des membres de sa guilde qui ont encore besoin de lui. Les deux hommes se serrent la main, et les yeux de Kwang se remplissent de larmes alors qu'il promet de se souvenir de cette dette et de la rembourser un jour. Le système les informe alors que l'épreuve de la méditation a été surmontée avec succès et leur donne le choix de rester ou de continuer vers les zones plus profondes. Les chasseurs inconscients sont renvoyés automatiquement, mais tous les autres ont le choix. Quand Kwang apprend que Anul prévoit de rester, il fait de son mieux pour le convaincre de se retirer pour l'instant, lui assurant qu'ils l'aideront à se regrouper et à revenir une fois qu'ils seront complètement préparés. Cependant, lorsqu'Anul montre ses monstres à Kwang et lui explique qu'il a déjà des coéquipiers fiables pour le soutenir, Kwang prend peur et comprend enfin pourquoi Anul veut continuer, cessant ses tentatives de le persuader davantage. Tous expriment leur gratitude à Anul et partent tandis que notre garçon reste pour avancer et terminer le donjon, un exploit que personne d'autre n'a jamais réussi. Comme il a également accompli la mission cachée, le système du donjon informe Anul qu'il recevra une récompense spéciale en plus de celle qu'il reçoit habituellement. La scène revient ensuite à Choi Kang, qu'on persuade toujours d'engager le nouveau chasseur de rang S. Le vice-chef Pyo Myung-gun, ainsi que sa sœur, essaient d'expliquer pourquoi leur guilde de premier plan devrait le recruter. Le chef, cependant, continue de radoter qu'ils sont eux-mêmes dans une situation difficile. Et de plus, comme le chasseur de rang S est toujours officiellement enregistré comme rang B dans la guilde,
il ne voit pas cela comme nécessaire. À ce moment-là, il reçoit une notification indiquant qu'un donjon de type rouge a été détecté, ce qui signifie une plus grande probabilité qu'une rupture de donjon se produise. Quand il voit que l'endroit est le jardin de la méditation, le même lieu où Anul est allé, le chef décide de s'y rendre. Quelques heures plus tard, le chef de guilde, accompagné de ses subordonnés, arrive sur le site du donjon et s'enquiert de la situation. La force du donjon sur place explique que le donjon est passé en type rouge. Ils ajoutent qu'ils ont déjà évacué les civils à proximité et qu'ils auront besoin de l'aide de la guilde Pangbaek pour gérer toute urgence qui surviendrait. Nyungun crie pour savoir ce qu'il en est des chasseurs à l'intérieur, et l'homme en costume noir répond que 6 chasseurs ont réussi à sortir, mais qu'un seul est entré dans la partie la plus profonde du donjon. C'est alors qu'arrive également Madon, le chef de la guilde Aegis, et Sanare, la chef de la guilde Sanure. Ils sont tous très intéressés, car c'est la première fois qu'un chasseur a réussi, seul, à atteindre la partie la plus profonde de ce donjon. Ils ne comprennent pas qui a pu réaliser un tel exploit, jusqu'à ce que l'homme en costume noir confirme l'information reçue, il s'agit de Anul.